Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle étape sur ce Tour d'Italie. On va parler de cette étape numéro 5. On regardera le parcours. Je vous donnerai notamment des indications au niveau de l'état de la route. On regardera mes favoris pour cette journée ou encore le programme télé et les horaires sur le déroulement de cette 5e journée de compétition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote du côté de cette journée. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement dès qu'une vidéo est mise en ligne, ça permet également de la mettre plus en avant sur la plateforme YouTube. Et pour cela, rien de mieux que de rajouter la petite cloche à côté du bouton abonner. Nouvelle journée pour Sprinter. Oui, parce qu'on pourrait croire comme ça quand on regarde notamment le profil de la course, surtout le profil Pro Cycling Stats, un peu moins le profil du Giro, qu'on est sur une étape avec un final très punchy, très difficile. Certes, on aura des rampes. On aura des rampes à 10% notamment dans les 5 derniers kilomètres. Mais ça reste assez court. Ça reste des montées assez courtes. Juste avant, on aura plutôt des passages à 4-5% qui sont relativement évidents, je pense, du côté des sprinters. Je ne vois pas en fait suffisamment, et on l'a vu notamment sur l'étape 3, je pense que les équipes sont encore frileuses, et même trop frileuses me semble-t-il, pour tenter de dynamiter ce genre d'étape. Pourtant c'est dommage, on est sur une journée qui est quand même très courte en kilométrage, mais j'ai peur qu'on attende encore un petit peu avant d'avoir des belles échappées du côté de ce Tour d'Italie, parce que je pense encore une fois que les équipes sont un petit peu trop frileuses pour le moment en ce début de course, et pourtant des équipes pourraient être intéressées. Je pense encore une fois à la Soudal Quick Step, pourquoi pas, même s'ils ont Paul Magnier, ça n'empêche pas qu'on peut mettre un homme dans l'échappée, James Knox ou même Garofoli, pourquoi pas dans l'échappée. Mais ça risque d'être compliqué d'éviter un sprint, surtout que Matera a déjà était une ville étape. C'est pas la première fois qu'on arrive à Matera. Jusqu'à maintenant, on a quand même plutôt eu des sprints, notamment les dernières fois où on est arrivé du côté de Matera, même si c'était pas totalement au même endroit dans la ville, mais il va falloir résister aux petites bosses dans le final. Je pense que les purs sprinters auront encore du mal du côté de cette étape. Ils vont encore manger leur pain noir. Par contre, pour les sprinters qui passent ces bosses, c'est peut-être même l'étape idéale pour eux, avec un final vallonné, mais pas trop dur non plus. C'est pas suffisamment dur pour les punchers, pour les purs punchers non plus, du côté de cette journée. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, pourquoi pas des punchers. Quand vous allez regarder le profil Pro Cycling Stats, vous allez pouvoir peut-être y croire aux punchers. Sauf que, il est trompeur ce profil, et qu'en réalité les bosses ne sont pas extrêmement longues. Mais ça reste une journée qui, je pense, va être intéressante, parce que l'échappée va pas être si facile que ça à rattraper, parce qu'on est sur une étape qui est quand même assez courte, 150 km, c'est très léger, surtout un 5e jour de course, et qu'on a quand même 1480 mètres de dénivelé positif. C'est la 15e étape du côté de ce classement. Donc on est plutôt dans la deuxième moitié. C'est même pas l'étape la plate la plus compliquée, je crois, du côté du parcours de ce Tour d'Italie. Pas grand chose d'autre à dire, c'est-à-dire qu'on attaque tout de suite le parcours de cette journée sur la carte. Vous le voyez, on part de la commune de Ceglie-Massapica pour aller à Matera, 152 km au programme. Et là, vous avez l'impression qu'en fin de journée, vous allez franchir le Mont Ventoux. Oui, sauf que l'échelle ne monte qu'à 600 mètres. Ici, c'est 600 mètres d'altitude. Donc, vous voyez qu'en réalité, les côtes ne sont pas aussi difficiles que sur le profil mis en place par Pro Cycling Stats. Des fois, ils font cette erreur-là sur Pro Cycling Stats
de mettre des profils. On a l'impression que les côtes sont impressionnantes alors que c'est loin d'être le cas. Première partie de journée où on sera dans les terres jusque, je dirais, à Massafra. Premier sprint intermédiaire où là on rejoint la mer. Il y aura une petite descente même entre Bosco delle Pianelle et Massafria, ce qui nous permettra de rejoindre le bord de mer pendant quelques kilomètres. On ira par exemple à Castellaneta Marina ou à Marina di Ginosa même plutôt, qui sera le lieu du deuxième sprint intermédiaire. Le kilomètre Red Bull, il sera encore un petit peu loin de l'arrivée, à Bernalda, 1,6 km à 6 km, à 6% de moyenne. Ça sera le sprint aux bonifications. Donc ce fameux kilomètre Red Bull et surtout, eh bien, ça sera la première difficulté de ces 50 derniers kilomètres. On aura ensuite une descente qui n'arrivera pas tout de suite avant d'attaquer la côte la plus dure de la journée, le Monte Scaglioso au kilomètre 123,5, c'est-à-dire à 27-28 km de l'arrivée du côté du sommet, 2 km 900 à 8,4% de moyenne. Je vous le montre tout de suite sur ce graphique. Vous voyez, il y aura notamment 500 mètres à 11% de moyenne entre le kilomètre 1,5 et le kilomètre 2. C'est surtout, c'est une montée qui reste quand même dure, hein, même dans les portions en rouge. Hein, vous voyez, on est à 8% quasiment au plus faible de la pente sur ces 2 km 500, on va dire, de montée, si on enlève les 500 premiers mètres qui sont un petit peu plus faciles. On redescend de ce Monte Scaglioso pour arriver eh bien, à Matera par une première difficulté, 5 km 6 à 4,8% de moyenne. Ça sera au kilomètre 139,5, puis on redescend avant le final. Deux difficultés qui s'enchaîneront. La première au kilomètre 147,5, la deuxième je crois que c'est quasiment au kilomètre 150 du côté de Matera avant le final. Et le sprint légèrement en bosse avec 700 derniers mètres à 8, les 700 mètres précédents pardon, à 8,6% de moyenne. Un dernier kilomètre qui sera quand même en faux plat montant, mais un petit peu plus facile du côté de Matera. Je vais m'y retrouver. On regarde tout de suite le parcours final du côté de Matera. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement technique jusqu'à 2 km 500 je dirais de l'arrivée. Hein. On est sur une très très belle route, je dirais que c'est presque une rocade. On rentre un petit peu dans une zone industrielle. Alors c'est dommage parce que Matera est une ville magnifique, classée à l'UNESCO notamment depuis plus de 30 ans. Et c'est vraiment sur la dernière partie où on rentrera un peu plus dans Matera. On verra notamment des magnifiques demeures voilà, du côté de Matera pour ceux qui s'intéressent un petit peu au tourisme. Et c'est ici hein, qu'on aura le pourcentage difficile à 10%, cette fameuse rampe. Et ensuite, eh bien, il y aura un dernier virage à 400-500 mètres de l'arrivée, mais qui n'est pas extrêmement compliqué. On est sur des routes qui parfois sont un petit peu plus étroites hein, dans cette portion-là, mais ça reste tout à fait raisonnable du côté de Matera. Et puis en plus, comme ça en légère montée, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. La météo du côté de cette étape, donc comme vous le voyez, on perd de Ceglier Massapica pour arriver eh bien, le long de la mer jusqu'au kilomètre quasiment Red Bull et puis ensuite on remonte vers Matera. Quelques informations sur l'état de la route. Sur la première portion, hein, donc cette portion un petit peu dans les terres hein, jusqu'au sprint intermédiaire, on est sur des routes pas toujours extrêmement larges et parfois avec un revêtement dans un état difficile, je dirais un revêtement presque que l'on retrouve quelquefois en Italie, c'est-à-dire avec pas mal de fissures sur la route, un goudron qui a un petit peu vécu voilà, du côté de cette première partie de course. Puis ensuite, on arrive sur des routes beaucoup plus intéressantes, notamment sur le bord de mer. Hein. On est vraiment sur des très très belles routes, presque des rocades d'autoroute. Enfin, c'est assez intéressant, sauf dans cette portion-là, où je pense qu'on essaye d'aller chercher le long de la mer, où là on est sur des routes de nouveau assez étroites, pas toujours
dans un très bon état, donc vers 60, entre 70 et 60 km de l'arrivée, hein, cette zone-là au niveau du deuxième sprint intermédiaire. Et puis ensuite, on repart encore sur une très très belle route avant de retourner dans les terres pour aller récupérer la ville de Matera, où là, on retrouve un petit peu le même type de route que sur le début de course, c'est-à-dire avec des routes bonnes, sauf sur certaines portions où on a un goudron qui est fatigué. Pas de souci avec les descentes, hein. Les quelques descentes du parcours ne sont, il me semble, absolument pas techniques du côté de cette étape. La météo donc de cette journée, eh bien un temps assez calme sur cette étape avec un soleil entrecoupé de quelques passages nuageux, hein, de quelques cumulus. Normalement, température entre 20 et 24 degrés, donc des températures qui sont tout à fait intéressantes, et un vent faible en dessous de 15 km/h, même sur les portions un petit peu plus proches de la mer. Donc normalement, pas d'incidence de la part du vent sur le scénario de la course normalement. On regarde tout de suite l'histoire de cette étape. Et bien du côté de cette journée à Matera, on va revenir sur l'étape de 2020 avec la victoire d'Arnaud Démare. C'était l'étape numéro 6 du côté du Giro, une étape qui s'était déroulée au sprint, hein, du côté de Matera. On arrivait déjà un petit peu sur des faux plats montants, mais qui étaient un petit peu différents par rapport à l'étape du jour. C'était une étape avec 2800 mètres de dénivelé positif. On avait eu une échappée avec notamment James Whelan, Mattia Baïs, Frapporti et Filippo Zana, qui était déjà là à l'époque du côté de la Bardiani. Mais l'échappée qui n'avait jamais véritablement eu énormément d'avance. Et on était arrivé au sprint, même si quelques coureurs n'avaient pas réussi à tenir la cadence. C'était le cas notamment de Hodge, de Viviani, notamment du côté des sprinters qui n'avaient pas réussi à tenir la cadence. C'était une année compliquée pour Viviani, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc c'était arrivé au sprint avec un sprint maîtrisé de la part de l'équipe d'Arnaud Démare qui s'était imposé devant Michael Matthews, un Fabio Felline qui avait fini 3e devant Molano et Davide Cimolai qui cette année-là faisait un très bon Tour d'Italie. Et à la 10e place, on retrouvait Jonathan Narvaez, et Peter Sagan avait connu une journée pas exceptionnelle avec seulement une 8e place, et ce qui avait permis à Arnaud Démare d'aller chercher le maillot cyclamen en devançant Peter Sagan, qui n'avait pas connu une très très bonne journée cette année-là. Et on se rappelle qu'en 2020, c'était Arnaud Démare qui avait récupéré le maillot cyclamen à l'arrivée. Cette étape de Matera avait été le début d'une belle réussite du côté du coureur français. Autre vainqueur à Matera, hein, je disais que ça fait quelques fois déjà qu'on arrive à Matera, John Degenkolb qui s'était imposé au sprint face à Vicioso et Paul Martens. Là aussi, une arrivée avec des petites bosses du côté de Matera, hein, 1500 mètres de dénivelé positif. Et donc, il s'était imposé en dominant, hein, vraiment sur ce sprint-là. Il y avait eu Pantano qui avait pris une 6e place. Pantano qui ensuite s'est fait prendre par la patrouille pendant 4 ans. Pantano, et qui désormais a arrêté le cyclisme. Enfin, je n'ai plus de résultats du côté de Jarlinson. Pantano, colombien, qui était assez prometteur dans ses jeunes années. On a également la victoire de Cipollini en 98 et en 2000, et puis la victoire de Fabio Baldato en 2003. Là encore en 2003, c'était au sprint du côté de Fabio Baldato qui avait battu Gabriele Colombo, et Giuliano Figueras Petacchi avait pris la 4e place. On avait déjà parlé du Giro 2003 lors de l'étape de la veille. Et du côté de Ceglier Mazzapica, on n'a que le Tour des Pouilles comme grande course qui est passée, et notamment la victoire de Perino Gavazzi, c'était en 77. Perino Gavazzi qui n'est autre
que le père de Nicolas Gavazzi et de Mattia Gavazzi, qui ont été également coureurs cyclistes. Mattia Gavazzi dans les années 2000, 2010, deuxième moitié des années 2000. Et Nicolas Gavazzi, qui lui a été coureur dans les années 2000. Voilà, du côté de Mattia Gavazzi, notamment à la Saeco, mais sans avoir énormément de réussite dans cette formation. Pas de coureurs connus dans la région, que ce soit dans la ville de départ ou dans la ville d'arrivée. Donc voilà, je n'ai pas de cycliste du jour pour cette étape. La stratégie, moi je pense à une petite échappée, 3-4 coureurs. Soit les reprises très tôt parce que les équipes ne lui donnent pas beaucoup d'avance et se méfient de cette échappée en se disant que dans la dernière partie de course, on aura peut-être un petit peu de mal à s'organiser correctement avec les différentes montées. Soit eh bien, on ne se méfie pas suffisamment et elle sera reprise tardivement. Mais je pense que ça sera quand même compliqué pour cette échappée car les organismes ne sont pas encore fatigués, que les équipes de sprinteurs sont plutôt bien en place. Donc je pense que quelques sprinteurs manqueront à l'appel, mais la majorité devrait réussir à être là dans le final. Du côté de mes favoris pour cette étape, eh bien je mets Mats Pedersen, sprint en boss. On le voit depuis le début de saison, et notamment le début de ce Giro, que c'est un registre qu'il apprécie. Je tente également sans surprise Aolar. Et je me dis qu'il faut s'en méfier d'Aolar parce que je l'ai trouvé moi très très bon en ce début de Giro. Et puis Corbin Strong, s'il n'y a pas de souci, pas de chute, normalement ça devrait bien se passer du côté du coureur qui nous vient d'Océanie. Puis en grosse cote, mais alors là vraiment grosse cote, coup du kilomètre, Isaac Del Toro. Mais j'y crois pas des masses déjà parce que Isaac Del Toro doit protéger également Ayuso, son leader, et qu'ensuite bon, je pense qu'il y aura encore suffisamment d'équipes de sprinteurs pour cadenasser la course dans les 5 derniers kilomètres. Mais allez, pourquoi pas un Isaac Del Toro qui attaquerait dans le final. Du côté du programme télé, départ 13h50. Je rappelle, l'étape ne fait que 152 km. Un sprint intermédiaire à 108 km de l'arrivée entre 14h42 et 14h46. Le kilomètre Red Bull entre 15h55 et 16h07 à 50 km de l'arrivée. Et cette arrivée qui est prévue entre 17h03 et 17h21. Et le débrief qui ne sera pas dans la foulée, encore une fois, car je ne suis pas encore chez moi pour cette étape. Ça sera le cas à partir de jeudi. Normalement, à partir de jeudi, vendredi, on retrouve un rythme normal et plus classique d'un grand tour sur la chaîne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!